On continue et on va utiliser le nerf facial. Le nerf facial, c'est un nerf mixte et qui a deux émergences. Donc, c'est soit des efférences et des afférences. Donc, pour les fibres, disons que le nerf facial a des fibres efférentes et des fibres afférentes. Donc, le nerf facial, c'est le nerf principal de la motricité du visage, donc de la face. Donc, les mimiques et tous les mouvements de la face sont dus à l'action du nerf facial. Donc, cette motricité, donc c'est-à-dire l'efférence du nerf facial a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le noyau du facial supérieur et le noyau du facial inférieur. Le noyau du facial supérieur, j'avais mis l'image pour vous. Voilà. Donc, le noyau du facial supérieur qui reçoit une innervation supranucléaire provenant du cortex moteur des deux hémisphères cérébraux. Tandis que le noyau du facial inférieur, dont le contrôle supranucléaire est assuré par le cortex moteur du seul hémisphère contralatéral. Donc, là, c'est tout à fait clair. Ou bien, en d'autres termes, je peux dire que le noyau du facial supérieur reçoit des informations des deux cortex, tandis que le noyau du facial inférieur reçoit des informations du cortex opposé. Vous allez voir l'importance de cette explication quand il sera question d'étudier la paralysie faciale. Maintenant, les fibres afférentes du nerf facial. Normalement, ces fibres afférentes passent à travers ce qu'on appelle l'intermédiaire de Weisberg. Cet intermédiaire de Weisberg se subdivise en trois parties. Il y a la partie sensorielle, il y a la partie sensitive et il y a la partie sécrétoire. Cette partie sensorielle, c'est pour la détection de la saveur. Parce que tout à l'heure, j'avais bien précisé, pour la sensibilité de la langue, c'était le nerf lingual qui est une branche du trijumeau et spécialement la branche maxillaire inférieure. Maintenant, pour la détection du goût, il y a 5 saveurs. De ces 5 saveurs, 4 sont détectées par le nerf facial au niveau des 2 tiers antérieurs de la langue. Ça, c'est pour la partie sensorielle. Tandis que pour la partie sensitive du nerf facial, donc vous avez la sensibilité de la zone de Ramsay Hunt, c'est-à-dire l'oreille externe. Quand vous touchez le pavillon de l'oreille, donc cette sensation, la sensation ressentie est perçue par le nerf facial. Et la troisième, c'est la partie sécrétoire ou parasympathique du nerf facial, puisque le nerf facial, ce nerf facial, voilà, qui rentre, qui sort à travers, bon, en dessous de la mastoïde, ok, et qui rentre dans le visage, eh bien, ce nerf facial envoie plusieurs branches. Maintenant, ce nerf facial passe à travers la glande salivaire, la majeure, la parotide. Parce qu'il y a 3 glandes salivaires majeures et toute une légion de glandes salivaires mineures. Mais le nerf facial, dans sa fonction sécrétoire, va stimuler la sécrétion de la salive au niveau des glandes sous-maxillaires et des glandes sublinguales. En toute réalité, le nerf facial passe dans la glande parotide. Ce nerf facial va traverser la glande parotide, mais n'y envoie aucune branche. Donc, c'est à retenir parce que c'est très, très, très important. Donc, le nerf facial constitue, ou bien le nerf facial est constitué par le nerf facial proprement dit, donc qui innerve les muscles de la face, et par l'intermédiaire de Weisberg, qui contient des fibres afférentes sensitives, des efférences parasympathiques. Depuis son émergence au niveau du sillon bulbo-protubérantiel juste en dessous du nerf cochléo-vestibulaire, le nerf facial chemine successivement
dans l'angle ponto-cérébelleux, dans le conduit auditif interne, puis dans le canal de Fallot. Comme ce canal, il est décrit dans le rocher en trajet en baïonnette. D'abord perpendiculaire à la pyramide pétreuse, il se dirige ensuite en arrière, puis devient vertical dans la partie postérieure de la caisse du tympan. Il sort du crâne par le trou stylomastoïdien, puis pénètre dans la loge parotidienne où il se subdivise en ses branches terminales. Donc, on a déjà parlé des branches terminales du nerf facial. Donc, là, vous maîtrisez, je suppose, un petit peu le nerf facial. Mais retenez que le nerf facial va innerver l'étrier. L'étrier, c'est l'un des osselets de l'oreille moyenne. Donc, vous avez trois osselets, le manteau, l'enclume et l'étrier. Donc, l'étrier est innervé par le nerf facial et au niveau de l'étrier, vous avez le muscle plus petit, donc c'est le muscle stapedius. Eh bien, quand vous avez une paralysie faciale, vous allez voir, OK, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'audition, OK, et quel serait le problème de l'audition. Maintenant, le nerf cochléo-vestibulaire. Le nerf cochléo-vestibulaire, eh bien, ce nerf a deux parties. Une partie qui est responsable de l'équilibre, OK? Donc, et une partie qui est responsable de l'audition. Mais cette partie qui est responsable de l'audition sera rattachée au niveau du canal cochléaire à travers un organe que vous appelez organe du corti. Donc, c'est à travers de cet organe-là, parce que l'oreille ne va pas interpréter le son. L'oreille capte le son qui lui est parvenu, eh bien, ce son sera envoyé au niveau du tronc cérébral et sera envoyé au niveau du cortex temporal pour qu'il soit interprété. Ce trajet est assuré par la partie cochléaire du nerf auditif. Et je vous dis, cette partie cochléaire est attachée directement sur l'organe du corti, okay, au niveau du canal cochléaire. Mais pour la partie de l'équilibre, c'est au niveau du vestibule. Rappelez-vous, vous avez le labyrinthe membraneux, c'est le labyrinthe membraneux, le périlymphe, l'endolymphe, etc., avec les canaux semi-circulaires, l'utricule et le sacrum. Donc, ces éléments vont participer spécialement dans le maintien de la statique. Donc, quand vous avez un problème, eh bien, le maintien de la cinétique, désolé, dans l'état d'équilibre, eh bien, tout problème au niveau du système vestibulaire, la personne aura soit une ataxie, soit des vertiges, etc. On étudiera ça un peu plus loin. Donc, c'est ce que vous avez pour le nerf vestibulaire. Maintenant, le nerf cochléo-vestibulaire. Le nerf glossopharyngien. Donc, le nerf glossopharyngien, émerge de la partie rostrale du sillon collatéral postérieur du bulbe au-dessus du pneumo gastrique. Il sort du crâne par le trou déchiré postérieur, accompagné par le nerf pneumogastrique et le nerf spinal. C'est un nerf mixte avec des fibres afférentes et des fibres efférentes. Des fibres motrices, des fibres sécrétoires. Donc, motrices, c'est les fibres efférentes. Les fibres afférentes sont les plus nombreuses. Elles comprennent des fibres sensitives provenant du conduit auditif externe, de l'amygdale, du voile du palais, du pharynx, de la partie postérieure de la langue. Parce que la saveur amère est détectée par le nerf glossopharyngien. Parce que j'avais dit tout à l'heure, il y a 5 saveurs, amère, sucré, salé, acide, umami. Eh bien, la saveur amère est détectée par le nerf glossopharyngien au niveau de la base de la langue. Ces fibres se terminent par, ces fibres se terminent pour la sensibilité thermique et douloureuse dans le noyau spinal du trijumeau et pour la sensibilité tactile dans le noyau principal du trijumeau. OK? Pour la sensibilité thermique et douloureuse, c'est dans le noyau spinal du trijumeau, tandis que pour la sensibilité tactile, c'est dans le noyau principal du trijumeau. Les fibres gustatives, toujours on est dans les fibres afférentes, donc on a dit les fibres afférentes sont les plus nombreuses, il y a les fibres sensitives, il y a les fibres gustatives, et puis il y a des afférences qui proviennent des barorécepteurs et des chémorécepteurs vasculaires se terminant également dans le noyau du faisceau solitaire. Maintenant, les fibres gustatives provenant du tiers postérieur de la langue, elles se terminent dans la partie supérieure du noyau faisceau solitaire, dont la partie inférieure appartient au pneumo gastrique.
Les fibres motrices naissent de la partie rostrale du noyau ambigu et sont destinées classiquement au seul stylo pharyngien. Bon, avec un muscle élévateur du pharynx. Donc, l'essentiel de l'innervation motrice du voile du palais et du pharynx est assuré par le nerf pneumogastrique en réalité. Et les fibres sécrétoires proviennent du noyau salivaire inférieur, situé juste au-dessus du noyau dorsal du pneumogastrique. Donc, ces fibres parasympathiques, c'est-à-dire sécrétoires, vont stimuler la production de la salive au niveau de la glande parotide. Maintenant, le nerf pneumogastrique. Le nerf pneumogastrique, qu'on appelle encore le nerf vague, mais le nerf pneumogastrique, généralement, émerge du bulbe par le sillon collatéral postérieur et sort du crâne par le cou déchiré postérieur et chemine successivement dans le cou et le médiastin avant de se terminer dans l'abdomen. Outre de nombreuses branches viscérales, thoraciques et abdominales, le pneumogastrique donne un rameau auriculaire participant à l'innervation sensitive du conduit auditif externe, des rameaux pharyngiens, le nerf laryngé supérieur qui assure l'innervation sensitive du larynx, le nerf laryngé inférieur ou récurrent destiné à l'innervation motrice du larynx. Donc, à l'exception du cricothyroïdien, du poids, qui dépend du nerf laryngé supérieur. Bon, systématisation, on peut, il y a 3 noyaux bulbaires qui participent à la constitution du pneumogastrique. Il y a le noyau ambigu, il y a le noyau dorsal du vague et le noyau faisceau solitaire.